pays? Alors, la conférence risque-pays, c'est une conférence qui va débattre de la cartographie de risque d'investissement en Côte d'Ivoire. Donc, la cartographie de risque, c'est établir les forces et les faiblesses et les opportunités de la Côte d'Ivoire. C'est de montrer aux investisseurs pourquoi ils devraient choisir peut-être la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Ghana, pourquoi pas un autre pays, en sachant que les investisseurs ont le choix. Donc l'idée, c'est de pouvoir, dans cette logique-là, établir la cartographie de risque de chaque pays africain. Mais cette 6e édition sera celle de la Côte d'Ivoire. J'allais poser la question de savoir, parce que je me rappelle que l'année dernière, déjà, on a annoncé la 5e édition. Qu'est-ce qui en ressort et qu'est-ce qui nous amène à cette 6e édition? Alors, mais c'est une cartographie qui est établie annuellement, de toute façon. Et maintenant, évidemment, ce qu'il y a de particulier dans cette 6e édition, c'est que nous sortons de la période de crise. Et d'ailleurs, ça se voit par les chiffres, un amorçage d'un redécollage économique, d'une performance qui est nettement supérieure à celle qui s'est produite l'année dernière. Parce que quand on regarde les chiffres, je ne vais pas trahir la tradition de donner des résultats avant la conférence, mais il y a eu une amélioration significative. Et ça, vous le découvrirez le 2. Mais il y a des raisons de le faire chaque année. Parce qu'évidemment, les décisions d'investir doivent être ajustées à l'année, d'une année à l'autre. Oui, mais en fait, le sens de ma question, c'était vraiment de savoir est-ce que, déjà au sorti de l'édition dernière, on a pu convaincre certains investisseurs? Est-ce que c'était une note beaucoup plus positive? Ouais. En réalité, l'année dernière, je crois que ce qui est ressorti, c'est que malgré la crise, la Côte d'Ivoire s'est montée résiliente, avec une capacité d'absorption de chocs extérieurs qui était d'ailleurs supérieure à tous les autres pays de la sous-région. Donc évidemment, forcément, dans cette logique-là, ça a forcément encouragé les investisseurs. Et ça se traduit justement par la note de cette année. Et ça se traduit un peu par l'engouement qui se crée autour d'investir dans ce pays. Très bien. On ne va pas connaître la note cette année pour l'instant? Si, vous la connaîtrez le 2. Je voudrais quand même revenir sur l'événement lui-même. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas sur un événement un peu trop technique, pour des technocrates? Je veux dire, si ça parle aujourd'hui à la dame du marché qui vend son droit, son piment, qui a envie, on lui parle de conférence pays. C'est à quel moment, justement, on parle à ce peuple-là qui, lui, ne comprend pas les grosses données macro et microéconomiques? Non, mais justement, dans un premier temps, la première partie de la question, c'est est-ce que, justement, c'est destiné à la femme qui vend Est-ce que c'est la cible? Écoutez, c'est destiné à tout le monde. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de parler du risque d'investissement en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, quand on parle d'inflation, on s'adresse à tout le monde. Ça concerne tout le monde. Quand on parle de création de richesse, ça concerne tous les Ivoiriens. Quand on parle de création d'emplois, de chômage, de pauvreté, ça concerne tout le monde. Donc évidemment, c'est vrai que dans la salle, les participants sont certainement d'un certain niveau de compréhension technique. Ceci dit, à la fin de la journée, ce qui est dit dans la conférence concerne tout le monde. Maintenant, après, c'est de pouvoir retranscrire ça à la population dans un langage certainement beaucoup plus simple pour que tout le monde comprenne. Mais quand on parle de chômage, ça concerne tout le monde. À propos des termes, à propos des terminologies, j'entends conférence risque au pays. Risque. Ouais, en réalité, il y a des risques qui sont positifs. Quand on parle de risque, c'est pas forcément négatif. C'est extrêmement important de le comprendre. C'est pourquoi on parle de cartographie de risque d'investissement. Vous savez, quand un investisseur veut investir dans un pays ou dans un projet, il va se poser 3 questions fondamentales. C'est quelle est l'opportunité d'investir? Pourquoi j'investirai en Côte d'Ivoire et pourquoi pas au Kenya, pourquoi pas en Zambie? Et quel est le retour sur investissement auquel je devrais m'attendre? Et quel est le risque que je prends de perdre mon capital? Donc ces 3 questions-là, je pense que la conférence risque-pays va répondre à ces 3 questions pour les investisseurs. Justement, la conférence du pays à sa 6e édition, et on constate qu'au fur et à mesure, on assiste à un engouement autour. C'est dit qu'aujourd'hui, la conférence, en tout cas en termes de crédibilité, fait recette. Bon, déjà, en termes de constance, parce que faire 6 éditions. En termes de constance et de crédibilité, fait recette. Ce que je veux juste savoir, comment concrètement se fait
l'établissement de cette cartographie de risque? Comment ça se fait? Quels sont les leviers sur lesquels on regarde généralement pour pouvoir établir cette cartographie de risque? En fait, c'est une analyse globale de toute l'économie, mais on va se focaliser sur un certain nombre de critères. Par exemple, on va analyser la gestion des finances publiques. On va analyser le secteur financier ivoirien. On va regarder la situation sociopolitique. On va regarder la situation de la dette, on va regarder la performance macroéconomique. Tous ces indicateurs-là vont permettre justement d'établir ces cartographies de risque. Donc ce sont des analyses qualitatives et quantitatives qui sont faites en profondeur et qui vont nous sortir un rapport de 35 pages, donc c'est un rapport assez détaillé quand même. Et non seulement ce rapport sera distribué aux participants, mais la présentation de ce rapport par Bloomfield va appeler la réaction du ministre des Finances de Côte d'Ivoire vis-à-vis de notre opinion. Alors justement, je vais vous lancer sur la question de Rihanna tout à l'heure et parler de la 5e édition des rapports, des bilans donc, de cette 5e édition. Cette édition verra la participation du Premier ministre, du ministre de l'économie. Quelle réponse le gouvernement ivoirien, par exemple, donne à vos différentes suggestions? Écoutez, l'année dernière, si vous regardez les archives, vous verrez que, et la raison pour laquelle ils reviennent, c'est parce que justement il y a un intérêt, forcément. Et la réaction est toujours très positive, dans le sens où ce que nous disons, ce sont des choses qui sont concrètes, basées sur des chiffres qui nous sont produits par l'administration ivoirienne et aussi des sources extérieures, mais ça permet d'orienter l'administration également. Parce qu'évidemment, comme le ministre l'a dit l'année dernière, cette conférence est devenue institutionnelle. Donc évidemment, elle donne l'opportunité aux membres du gouvernement d'avoir un guide extérieur qui permet de mettre en place des politiques publiques pour justement pallier aux faiblesses que nous mettons en relief. Justement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle n'est pas devenue trop institutionnelle? Parce que le but du jeu aussi, c'est d'avoir un regard extérieur, mais totalement indépendant. Est-ce que vous pensez que vous continuez toujours d'avoir cette indépendance-là, bien que vous soyez un regard extérieur? Ben absolument, nous sommes une agence de notation financière. Et justement, cette crédibilité. L'essence même de notre fonds de commun, c'est la crédibilité. Ouais. Et c'est l'indépendance. Et cette indépendance, elle se manifeste par le fait que, justement, 15 ans après notre existence, nous avons construit cette crédibilité-là, qui est aujourd'hui reconnue à travers le monde. Et je crois que, vous savez, quand vous perdez en crédibilité, ça se voit. Ouais. Chaque année, cette année par exemple, on a plus de 2000 personnes qui sont inscrites pour une participation dans une salle qui prend que 400 personnes. Donc chaque année, le nombre de personnes qui s'intéressent, et d'ailleurs la qualité des personnes qui s'intéressent, n'arrête pas de s'améliorer. Ça montre bien que cette conférence gagne en crédibilité, en notoriété, et devient une plateforme qui est une plateforme par excellence pour comprendre et connaître la cartographie de risque. Je sais qu'on ne va pas tout de suite dévoiler les chiffres de ce bilan, mais quand même, puisque vous êtes là, il faut quand même qu'on parle du climat des affaires, qu'on ait une idée du climat des affaires. On sait qu'il y a pas mal de sujets qui ont un peu, qui ont marqué l'actualité, la cherté de la vie. Aujourd'hui, par exemple, on parle de l'appareil judiciaire ivoirien. Est-ce que ce type d'actualité ont eu un impact considérable sur la notation qu'on a pu avoir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En réalité, comme je vous dis, d'ailleurs, c'est une note qui est sur 10. L'année dernière, la Côte d'Ivoire était à 5,7, qui correspond à risque modéré. Cette année, elle a basculé dans une autre catégorie, dans la catégorie supérieure. Et comme je dis, vous verrez les chiffres après. Mais elle n'est pas à 10 sur 10, donc ça veut dire qu'il y a des faiblesses. Non, oui, je vous ai entendu parler tout à l'heure de justice. Et c'est qui emmène à la question de la séparation des pouvoirs, de la séparation stricte des pouvoirs et de la gouvernance de l'administration d'ailleurs. Et ce sont des questions que nous mettons en relief dans le rapport. Le modèle politique choisi par la Côte d'Ivoire, la structure de l'économie, le modèle économique choisi, toutes ces questions sont étudiées de façon très détaillée. Et justement, ça donne lieu à des discussions. Donc après la présentation du rapport, vous avez
4 panels de discussion sur des thématiques précises. Cette année, nous allons parler du modèle politique ivoirien qui pourrait éventuellement assurer une stabilité durable. Nous allons parler des grands chantiers de sortie de crise. Nous allons parler de la contribution du secteur privé à cet engouement de sortie de crise. Et aussi, nous allons parler également de la sécurité intérieure et extérieure avec tout ce qui se passe autour de la Côte d'Ivoire en termes de stabilité politique. Quel regard on a sur le chômage en Côte d'Ivoire? Après, on va rentrer dans les détails sur la question. Je crois que c'est extrêmement important de comprendre d'ailleurs ce que c'est que le chômage. Parce que quand on entend le chômage en Côte d'Ivoire à 3,5%, ça fait sauter tout le monde. En réalité, ce que vous devez comprendre, la définition du chômage, en réalité, c'est le chômeur, celui qui n'a pas d'occupation, qu'elle soit rémunérée ou pas. Ce que ça veut dire que le Nama, il n'est pas un chômeur. La dame qui vend les galettes dans la rue, elle n'est pas une chômeuse. C'est important de comprendre. Donc, le taux de chômage dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou un pays pauvre, ce n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est la précarité de l'emploi, qui est aujourd'hui dans ce pays à 70%. Oui, ça c'est une problématique, et c'est surtout cette problématique qui devait inquiéter les pouvoirs publics qui mettent en place des politiques publiques pour réduire justement la précarité de l'emploi, pas le chômage. Parce que vous êtes occupé, même si ce n'est pas rémunéré, vous n'êtes pas chômeur. Donc ce n'est pas pertinent pour un pays comme la Côte d'Ivoire ou un pays comme le Bénin ou le Togo. Bien sûr. Et quelles sont les voies éventuellement pour résorber ça? C'est-à-dire que pour résorber cette précarité-là, quelles sont les voies ou les outils ou les leviers que peut avoir l'État pour pouvoir faire face à ça? Non, c'est pas nécessairement l'État. Qu'est-ce qui peut, je comprends la première question, qu'est-ce qui peut absorber ça? C'est l'entrepreneuriat. C'est la création d'entreprises, c'est la création d'emplois qui peut absorber justement ceux qui ont des occupations qui sont précaires et qui voudraient avoir des occupations qui sont rémunératrices et qui permettraient d'avoir une vie plutôt digne. Et justement, je crois que le thème de cette édition, c'est la relance économique. Absolument. Sur quel secteur on devrait s'appuyer pour espérer l'avantage de ce pays, c'est qu'il a une économie qui est très diversifiée. Donc ce que ça veut dire, c'est que chaque secteur d'activité est un secteur qui pourrait être profitable. Donc en réalité, il n'y a pas de secteur qui soit nécessairement à négliger et d'autres à favoriser. Tous les secteurs d'activité sont des secteurs prioritaires dans la mesure où des politiques publiques sont mises en place pour permettre l'investissement dans chaque secteur d'activité. Et d'ailleurs, c'est ça le rôle d'un État, c'est de créer un environnement qui permet aux citoyens ou à tous ceux qui sont intéressés à pouvoir investir. Et pouvoir créer leurs propres opportunités. C'est le cadre, c'est ça le rôle de l'État. Le rôle de l'État n'est pas de créer des emplois, n'est pas de créer de la richesse, mais de créer un cadre qui permet justement au secteur privé de créer de la richesse et de créer des emplois et de créer de la valeur. Sur votre rôle, et puis on a parlé de chômage, on a parlé à l'instant sur quel secteur on peut intervenir. Je voulais quand même toujours revenir sur la question de la crédibilité globalement, qui revient aussi sur les chiffres qu'on entend souvent, qui sont soit contestés, etc. Comment vous faites pour, je ne sais pas, vous n'allez pas être les arbitres, parce que l'administration donne souvent des chiffres. Est-ce que ce sont ces chiffres que vous vous appuyez pour travailler? Au fond, comment on rend crédible ce type de rapport finalement? Puisque les chiffres souvent sont remis en cause. Ceux-là vont dire, oh mais la croissance à 2 chiffres c'est du pipeau, etc. Donc voilà, comment on fait pour être vraiment totalement crédible, vous dans votre cas? Mais écoutez, je dis, c'est un rapport scientifique. Donc c'est un traitement scientifique qui est fait. Est-ce que ce sont les chiffres de l'administration, par exemple? Les chiffres de l'administration que nous utilisons sont retraités par nos économistes. Et il y a des comparaisons qui sont faites. Quand nos calculs disent qu'on est à 7, une estimation de 7,4% de taux de croissance pour 2021, et que l'administration dit la même chose, et que le FMI dit la même chose, que la Banque mondiale dit la même chose, ou ça peut être des fois à 10 points de base de différence. Je veux dire, à la fin de la journée, on n'est pas très loin. Les calculs peuvent être à 10 points de base de différence, mais à la fin de la journée, on revient toujours sur le même taux de croissance. Donc ce n'est pas... Juste relancer là-dessus, mais une fois qu'on a dit ces chiffres-là, qui sont très bons, soyons maintenant concrets. Je finis avec la crédibilité. Parlons maintenant de comment on fait et qu'est-ce qu'on dit au gouvernement d'année en année
pour régler le problème de la, on va dire, la différence entre la perception que cette croissance profite au plus grand nombre et puis l'existence même voilà, de ce chiffre qui est assez fort. Qu'est-ce qu'on dit d'année en année pour résorber justement cet état? Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est évidemment, vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, vous dites, sur les 10 dernières années, il y a une moyenne de 7,5, 8% de croissance. Pourquoi ça n'a pas absorbé tant de pauvreté que ça, parce que nous sommes quand même à 39% de taux de pauvreté, de 51 à 39. Même si on pense que c'est un bon significatif, on se dit avec un taux de croissance comme celui-là, ça devrait être peut-être beaucoup plus bas. Sachez que le tissu économique de la Côte d'Ivoire, il est constitué de 98% de PME. Et ces 98% de PME contribuent à 20% de la richesse créée. Seulement. Donc vous avez 2% du tissu économique qui crée 80% de la richesse. Et ces 2% sont des sociétés étrangères et multinationales, dont l'objectif n'est pas de réinvestir les bénéfices en Côte d'Ivoire, mais de les rapatrier. Donc à un moment donné, comprenez que la richesse, il y a une très petite part de la richesse qui est finalement qui reste sur place et qui a vocation à être réinvestie dans les entreprises et qui a vocation à être réinvestie pour la création de richesses additionnelles qui pourraient profiter à tout le monde. Donc quand on parle d'inclusivité, il faut regarder qui génère la richesse et est-ce que cette richesse reste là. C'est la raison pour laquelle les PME devraient être une priorité. L'idée, c'est que des PME contribuent à au moins 60-70% de la richesse créée. À ce moment-là, vous avez une économie qui performe et qui est solide. Parce que là, vous avez une économie qui performe, mais en réalité qui est fragile. C'est ça. Fragile parce que si, pour une raison X ou Y, un choc extérieur fait que les 2% doivent partir, vous vous retrouvez avec une économie très fragilisée. Donc, c'est pourquoi les PME devraient être une priorité absolue. Le renforcement des PME, des capacités des PME de générer de la richesse et inverser cette tendance de 2, 80 et 98, 20. Mais vous le dites vous-même, c'est une analyse qui est scientifique. Mais derrière, pour qu'on puisse régler le problème, il faut que les gouvernants puissent créer un cadre, vous l'avez dit. Mais comment vous arrivez à convaincre ces gouvernants? Est-ce que leur réponse vous est favorable? C'est pas à nous de les convaincre. Ils ont été élus pour ça, ils sont là pour ça, c'est leur rôle. C'est pas nous qui les avons élus, donc c'est pas à nous de leur dire. Mais quand vous leur faites ces recommandations, voilà. Est-ce qu'ils sont favorables? Oui, il y a certaines recommandations qui sont prises en considération, que nous voyons dans les politiques publiques qui sont mises en place. Mais en réalité, ceux à qui ils sont comptables, c'est pas nous. Ils sont comptables vis-à-vis de la population en général, pas vis-à-vis de l'agent de rotation financière, qui suggère, qui donne une opinion. Mais à la fin de la journée, il faut une volonté politique réelle des leaders de pouvoir changer les choses. Et ceux qui doivent certainement leur demander des comptes sont ceux qui les ont mis en poste. C'est comme ça que ça fonctionne généralement. Ok, monsieur Stanislas, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Elle est relative à la dette. Ouais. On entend souvent dire que la Côte d'Ivoire est très endettée, surendettée même par certains. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la dette de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on est vraiment endetté comme on le dit? Alors, est-ce que c'est mauvais d'être endetté? Alors, il y a deux choses que vous devez comprendre avec la dette, qui est extrêmement important. Les deux choses les plus importantes quand on parle de dette, c'est vis-à-vis de qui vous êtes endetté et votre capacité à servir votre dette. Voilà les éléments les plus importants. Le stock de la dette, c'est pas forcément le plus important. Parce que le stock, on vous donne souvent, on vous dit la Côte d'Ivoire est très endettée, ça ne veut absolument rien dire. La Côte d'Ivoire est endettée aujourd'hui à 51% de son PIB, ce qui n'est pas extraordinaire parce que le benchmark c'est 70%. Le Japon est endetté à 266% de son PIB. Le Japon, personne ne s'inquiète pour le Japon. C'est ça. La différence avec le Japon, c'est que le Japon est endetté à 90% vis-à-vis des Japonais. C'est ça. La Côte d'Ivoire est endettée à 64% vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième, c'est le service de la dette. Donc tant que vous pouvez servir votre dette, le stock de la dette n'est pas important. Rembourser, en fait, le remboursement annuel de votre dette. Tant que vous pouvez rembourser votre dette, le stock de la dette n'a pas d'importance. Les États-Unis, le pays le plus endetté du monde, mais personne ne se préoccupe de la crédibilité des États-Unis.
La Côte d'Ivoire a baissé de façon significative son taux de service de la dette, qui est aujourd'hui à 48%. C'est vrai que l'année dernière, avec toutes les dépenses liées au Covid, était monté à 70% de ses recettes. Hein. C'est-à-dire que on enlève les dons, les prêts, mais les recettes, parce que les revenus d'un pays sont ses recettes fiscales et douanières, avant de rentrer dans les dettes et tout ça, dans la dette. Donc, de 70% est passé à 48%. Donc, c'est soutenable. Le chiffre le plus important, le chiffre le plus raisonnable, c'est 20%. 20% de votre recette, vous êtes dans une situation confortable. 48%, ce n'est pas catastrophique non plus. Donc, quand on parle de dette, c'est très important de comprendre ces chiffres-là. Et vous entendez la Côte d'Ivoire endettée à 20 000 milliards. Oui, mais bon, ça représente que 51%. Vous avez évoqué la question des recettes. Enfin, c'est très intéressant parce qu'on touche un peu à la politique fiscale. Donc, deux questions rapidement. Est-ce qu'on a ce que beaucoup disent chaque fois qu'il y a l'annexe fiscale, il y a un gros débat sur ça. Est-ce que à ce niveau-là, vos chiffres, enfin vos études démontrent que la Côte d'Ivoire, enfin les entreprises au Côte d'Ivoire sont pressées fiscalement? Est-ce que c'est ce que ça dit? Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour être mieux? Et puis, l'autre chose importante, est-ce qu'on a les bonnes méthodes pour, j'allais dire, pour recueillir nos recettes? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fuites, même en interne. Vous parliez des PME, il y a certaines PME, on laisse dans l'informel, on ne paye pas le fisc comme il faut. Est-ce qu'on n'a pas ces deux problèmes-là, justement, à régler peut-être Est-ce que vous entendez les deux voix? Est-ce que vous entendez les voix des gouvernants qui disent on a besoin d'avoir beaucoup plus d'impôts pour solder un certain nombre de choses, et la voix des investisseurs, des hommes d'affaires qui disent tiens, c'est beaucoup. Il y a trop d'impôts. En fait, je crois que la plus grosse problématique, c'est le fait que les économies africaines, et celle-là en particulier, sont majoritairement informelles. Ouais. Donc évidemment, quand vous avez le plus gros de votre économie qui est informelle, évidemment, vous avez plus de difficultés à lever justement des impôts. Donc l'idée, c'est de formaliser les économies, donc de formaliser cette économie-là de plus en plus, on va dire 90%, et élargir systématiquement la base fiscale. Quand vous avez une base fiscale qui est très large, vous pouvez réduire le taux d'imposition. Parce qu'en réalité, quand vous taxez que 10% de votre économie, évidemment, forcément, quel que soit le taux, ces gens-là sentent vraiment cette fiscalité-là. Mais quand c'est plus large, vous prenez les États-Unis par exemple. Les États-Unis sont le pays qui taxe le plus au monde. Sauf que les taux sont très bas, mais ils taxent tout. Donc évidemment, ils collectent beaucoup d'argent parce qu'ils taxent très faiblement. Donc comme ils taxent très faiblement, on ne le sent pas. Et quand vous regardez ici, par exemple, le taux de droit d'importation de voitures, par exemple, de taux même d'importation, 44%. 44%, c'est énorme. 44%, ça ne vous permet pas d'avoir plus d'argent. Ça incite plus à la fraude, en réalité. C'est extrêmement important de comprendre ça. C'est là qu'on ne comprend pas, parce que justement, avec toute l'expertise que vous développez justement dans toutes ces conférences, c'est pour ça qu'on a posé la question, est-ce que ces gouvernants vous entendent? C'est ça. Vous avez simplement dû leur dire. Qu'est-ce qu'eux aussi disent dans ce rapport? Est-ce que c'est un élément, justement, que vous soulevez d'année en année sur les faiblesses de notre économie? Mais bien sûr, quand vous lirez le rapport, vous verrez. Et comme je dis à la fin de la journée... Ils ne vous écoutent pas, en fait. Non, c'est pas qu'ils ne nous écoutent pas. Je pense que beaucoup de gens, malheureusement, dans beaucoup de pays africains, pensent que avoir des taux d'imposition très élevés rapporte beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça qui rapporte beaucoup d'argent. Ce qui rapporte beaucoup d'argent, en réalité, c'est la structure de votre fiscalité. Regardez un pays comme l'île Maurice, qui a décidé de faire un taux flat, 15%. TVA, impôt sur revenu, tout 15%. C'est parce que ça qu'ils gagnent moins d'argent. Parce qu'à ces taux qui sont raisonnables, vous aurez moins de gens qui vont tricher. Parce que c'est raisonnable, ça ne pèse pas sur eux. Donc ils tricheront moins. Si le taux d'imposition d'importation de voitures était de 10%, non seulement vous aurez plus de nouvelles voitures, c'est ça. Ok, et personne ne va aller chercher à frauder sur 10%. Donc évidemment, ça fera beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de transactions,
et beaucoup plus d'argent. Je crois que c'est extrêmement important de comprendre ça. Franchement, c'est vraiment extrêmement important. J'espère que vous allez comprendre. Pardon, mais il y a un autre aspect aussi dans cette question de l'imposition, c'est la transformation même des méthodes de collecte. Parce que moi, c'est pas juste la question de l'imposition. Bien sûr. Parce que quand on nous dit que, moi j'entends même les économistes porter l'idée d'informel, moi je défends ici qu'il n'y a pas d'informel chez nous, mais l'administration a trouvé un moyen de nous lancer un message qui ne tient pas la route. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes les structures, qu'elles soient la dame qui vend la loco jusqu'à celui qui a son petit atelier, ils payent tous des impôts à un certain niveau, que ce soit la mairie, que ce soit au conseil général, etc. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un message de transformation des mentalités même de l'administration sur la question de l'informel? Écoutez, là je vous rejoins tout à fait, parce que ces gens de l'informel ne sont pas sous la terre. Et d'ailleurs, on prend en considération leur activité dans le PIB, donc on sait où ils sont. Donc je crois que c'est juste une volonté politique réelle de mettre en place un système pour formaliser l'économie. Enfin, ceux qui l'ont fait dans les pays développés, ils ne viennent pas de Mars. À un moment donné, il faut qu'on soit... C'est juste comprendre que si cette volonté politique de formaliser les économies existe, on mettra en place une stratégie qui permettra de formaliser, tout simplement. Donc tous ces gens sont connus, comme je dis, sont pas sous la terre, sont là, ont des activités qui sont prises en considération dans le PIB, donc on sait où les trouver. Il suffit juste de mieux s'organiser. Et c'est ça la différence entre les pays sous-développés et les pays développés, c'est l'organisation, la structuration, et puis la volonté politique de faire les choses. Stanislas Zézé, merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie. Je rappelle que vous conduisez la 6e édition, le 2 juin prochain, de la conférence Risque Pays. Elle se tiendra où, cette conférence? Elle se tiendra au Sofitel, la salle de fête. Si les personnes souhaitent participer, comment on y peut? Moi, j'avais déjà cité un nombre qui me fait éviter de dire est-ce qu'on peut toujours s'inscrire ou non? Non, je pense que là, aujourd'hui, c'est un peu serré. Parce que là, on a ce qu'il faut, on a bouclé parce que on a beaucoup plus que de personnes inscrites qu'on a de places. Le thème cette année, c'est la reprise économique. Mais par contre, ce sera en live, ce sera en direct sur tous nos réseaux sociaux, donc on pourra, ceux qui ne sont pas présents, pourront y assister en distanciel. On termine l'émission avec une petite note d'investigation. J'ai eu le temps de me poser une question et d'avoir quelques réponses. Vous écrivez un livre, Stan Zézé? Oui, effectivement, j'écris ma biographie qui sort le mois prochain. Permettez-moi d'avoir un titre. Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Je me disais. Ça permettra aux gens de percer le mystère des chaussettes rouges. Je ne suis dans aucune secte. Et découvrons bien que c'est juste un style, un symbole. Et il y a vraiment une explication derrière, une symbolique derrière. Très bien. Alors, je me dis le rouge et le noir.